Bonjour, bon après-midi. Je suis Christophe Pérez, directeur général de la SERM, la SA3M à Montpellier. Je suis accompagné d'Humber David, passager des villes. Bonjour. Nous avons la responsabilité cet après-midi de vous présenter la requalification du secteur des Hauts de la Croix d'Argent, qui est un secteur, un des quartiers en développement sur Montpellier, sur lequel on va régénérer un tissu ancien. Je vous rappelle quelques éléments de contexte pour resituer Montpellier. Montpellier est sa métropole intense. Aujourd'hui 450 000 habitants, 7e ville de France, avec un développement démographique très important. 4 300 nouveaux habitants par an sur la ville. Mais au total, sur la métropole, nous sommes à 6 000 habitants, presque même un peu plus. C'est la première métropole en matière de croissance démographique. Et il se construit près de 5 000 nouveaux logements sur Montpellier. Au total, sur la métropole, 8 000 logements par an, ce qui est tout à fait considérable, avec 60 000 entreprises installées sur le territoire, avec le BIC, l'incubateur international, qui est classé dans les 5 premiers mondiaux. Il a été renouvelé la semaine dernière à Miami. Et puis nous avons la première université innovante de France et plus de 105 opérations en cours sur la métropole qui sont toutes pilotées par la SERM et la SA3M. C'est pour dire que ce projet urbain que nous menons sur la ville de Montpellier, initié dans les années 70, on va dire début 80, à l'arrivée de Georges Frêche à la municipalité, qui conduit progressivement Montpellier vers la mer. C'était le grand projet que beaucoup d'entre vous connaissent ici, à partir d'Antigone. Nous poursuivons aujourd'hui avec l'avenue Raymond-Dugrand, Aude à la mer, sur la Tépérole, Cambacérès à l'entrée de la ville, Odysseum. Des grands projets qui font la singularité de Montpellier en termes de développement. Mais depuis quelques années, et plus particulièrement depuis on va dire, les dernières années, nous investissons de plus en plus le cœur de ville, qui doit être une pépite. Et il a été fait un choix très important à l'intérieur du SCOT, schéma de cohérence territoriale, que sur l'amphithéâtre vert, entre les Cévennes et la mer, uniquement un tiers de l'espace est réservé à l'urbanisation, les 2 tiers sont laissés à la nature. C'est un choix politique extrêmement fort qui nous engage avec toujours dans cette logique de croissance démographique, je répète, 2 tiers laissés à la nature, à l'agroécologie, 1 tiers simplement est urbanisé, avec un travail que nous faisons qui est très important et très sensible. Tout à l'heure, le maire de Montpellier, alors il devrait être à 15h30 finalement, il viendra clôturer la séance plénière et il présentera ensuite, je vous invite à rester après 5 heures, il viendra présenter le manifeste de Montpellier pour une ville écologique et humaniste, là où nous travaillons aujourd'hui au plus près des habitants, avec un objectif très important, c'est d'insérer l'homme dans son environnement et bien sûr aussi préserver la biodiversité. Donc la ville, telle que nous la pensons, telle que nous l'imaginons, telle que nous la faisons aujourd'hui, est très différente de ce qu'elle était il y a à peine 5 ans. Elle est au plus proche des habitants, et que quand nous venons vous présenter ce nouveau quartier, ce quartier plutôt, du secteur des Hauts de la Croix d'Argent, eh bien, nous sommes dans cette inspiration, celle de refaire la ville sur la ville, une ville aimable, celle qui doit être aimable pour les habitants, donc très humaniste, mais aussi écologique. On verra tout ça dans la présentation du projet. Ce qu'on vous présente ici, c'est un programme de 1215 logements, dont 617 devront être régénérés, reconstitués, avec notre partenaire Hérault Habitat, qui est le bailleur du département. Ils sont avec nous cet après-midi. Donc avec la SA3M, nous avons une concession d'aménagement. Dans le cas la procédure, c'est une ZAC, 13 hectares 6. On voit le secteur, si on veut bien pointer, pour montrer qu'il se situe bien dans une continuité urbaine, avec juste au nord de notre terrain, l'EAI. L'EAI, c'est un des quartiers également très importants de Montpellier qui recevait jusqu'alors les militaires. On a un parc qui fera faire 21 hectares qui sera totalement réaménagé. Et puis, à l'intérieur du site sur lequel on avait plutôt le casernement, nous aurons 2500 logements. Et puis, également, une logique que nous avons sur Montpellier, celle de la plurifonctionnalité, c'est-à-dire que chacun des quartiers que nous créons sont empreints de mixité sociale. L'objectif, c'est de loger tous les Montpelliérains, quel que soit leur niveau de revenu. Et pour nous, c'est essentiel et très important. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous travaillons beaucoup le logement abordable, en plus du logement libre, mais aussi du logement social. Et puis, bien sûr, de la mixité urbaine avec des services pour tous les habitants,
mais également du bureau, des commerces. Nous allons le voir dans ce quartier. Donc le EAI est un des fers de lance de ce développement de Montpellier, avec sur la partie plus rose ou plus rouge, il s'agit de la mission Grand Cœur, sur laquelle c'est l'ensemble de l'écusson de Montpellier, sur lequel nous intervenons depuis plus de 10 ans, là où nous avons investi plus de 2000 logements. La CERM est propriétaire de plus de 80 commerces, presque 100 aujourd'hui, que nous louons, et nous travaillons les parcours résidentiels, économiques, le parcours résidentiel du logement, mais aussi les parcours commerciaux, pour avoir une ville qui soit non pas traitée par silo, mais dans tous ces sujets qui font la qualité de vie à Montpellier pour les habitants. Je vais laisser peut-être la parole à Humbert, si tu veux bien, pour questionner le quartier des Hauts des Croix d'Argent. Merci. Effectivement, quand on arrive à Montpellier, on voit bien que c'est pas comme ailleurs, quoi. Ce qui est plutôt sympa globalement. Mais on voit qu'on s'installe dans un dispositif où la question de la fabrication de la ville est quand même très dynamique depuis très longtemps. Tout est grand projet, tout est assez dynamique. Et quand on a répondu à Croix d'Argent, c'était un concours, le bailleur ici présent nous dit, voilà, c'est un quartier des années 60. Aujourd'hui, il est obsolète. Il faut le refaire, donc on va progressivement le démolir, comment on peut faire, et ainsi de suite. Et donc c'est quoi la suite du quartier ? Quartier habité, on n'est pas en ANRU. Hein. Souvent, on se voit pour de l'ANRU, là, c'est pas le cas. Et le bailleur dit, voilà, il faut renouveler. Renouveler, on est en face de l'EAI, qui est, comme le disait Christophe, un très très beau projet, très gros projet, pas loin du centre-ville. Et renouveler, on est en 2020, le bailleur, il a des prêts sur 65 ans. Donc 2020 plus 65, je vous laisse faire le calcul. Ça pose 3 questions tout de suite. Et on se dit sur quoi on se base pour projeter l'avenir. Donc il y a un existant qui est hyper qualitatif. C'est un très beau parc, Croix d'Argent à la base. Il y a de la vie, des gens qui habitent là depuis les années 60, pas tous, mais il y a une population qui est assez vieillissante, ce qui n'est pas un défaut. Enfin, en tout cas, ceux qui le pensent changeront d'avis bientôt. C'est un lien avec les autres quartiers qui sont arrivés progressivement côte à côte, les uns à côté des autres. Et c'est toute une série de questionnements sur lesquels on s'interroge sur, à long terme, comment on donne une qualité d'habiter, de plaisir, de passer à la Croix d'Argent, avec une période de gestion d'opérations, de travaux, donc de poussière, donc de démolition, sur un temps qui n'est pas maîtrisable, puisqu'il n'y a pas de planning, on ne s'est pas dit il faut qu'en 10 ans ça soit fini. Et comme on est dans une ville qui est très attentive aux enjeux écologiques et humanistes, mais ça vous aurez l'occasion d'y revenir tout à l'heure avec Philippe Sorel, la question du parc, la question des enjeux climatiques, la question d'une cohabitation privée et publique. Le bailleur est le bailleur du département, mais une partie de la reconstruction des nouveaux logements sera faite par du privé. Et la question du quartier dans 60 ans, c'est par là qu'on avait commencé, en disant dans 60 ans, 65 ans, donc en 2085. Alors il y a des gens qui ont des cartes un peu effrayantes où le cordon dunaire, par exemple, entre Palavas et Sète aura disparu, les Tantaux sera la mer. On ne sait pas bien. Voilà. On ne sait pas combien de générations auront tourné sur le quartier. Aujourd'hui, la population est vieillissante, donc on imagine qu'elle va se renouveler. Et puis qu'elle va revieillir, et puis qu'elle va se renouveler. Combien de fois on va avoir des logements trop petits, trop grands ? Parce qu'aujourd'hui, on constate que les logements sont trop grands par rapport à la population, mais c'est juste parce que les enfants sont partis. Donc c'est toutes ces questions. On s'interroge aussi sur la manière dont on se déplacera en 2085. Je prends toujours 2085 parce qu'en gros, c'est le moment où, encore une fois, le bailleur aura fini ses remboursements, sous réserve qu'il n'y ait pas de travaux entre-temps qui remettent un peu de temps, un peu de durée sur l'amortissement financier du bien immobilier. Comment on se déplacera ? Est-ce qu'on aura encore des voitures individuelles ? Est-ce que ça vaut le coup de construire des parkings pour tout le monde sur tous les bâtiments ? Comment on travaillera ? Enfin, en tout cas, toute une série de questions. Si vous avez la réponse, moi je suis preneur.
En tout cas, on est sûr de ne pas les avoir. Mais on est sûr que ces questions-là font au moins partie des questions à minima qu'on doit se poser, sur lesquelles on essaye, pas d'amener des réponses, mais de se dire, voilà, il faut être attentif à quelques sujets. Un, l'espace naturel dont on hérite de nos anciens, des grands arbres bien entretenus. Alors juste un détail, le parc aujourd'hui il est entretenu par le bailleur, c'est pas un espace public ville, c'est des salariés du bailleur qui gèrent l'ensemble du parc, qui habitent sur le quartier, qui dès qu'il y a un truc qui va pas, rendent service, coupe une branche, amène les colis de madame machin qui est un peu fatiguée et ainsi de suite. Donc il y a un vrai service de proximité. Et on dit, voilà, tout arbre abattu, pour des questions opérationnelles, on devra le remplacer au moins par 2 arbres. Pas des baliveaux, hein, des beaux sujets, ainsi de suite. Donc ce point-là est évidemment inscrit au manifeste de Montpellier, c'est-à-dire qu'il est hors de question aujourd'hui. On est dans comme beaucoup de villes, d'ailleurs beaucoup de métropoles en France, hein, on plante beaucoup d'arbres. On sait que c'est une nécessité. Les questions que tu as posées sont intéressantes, celles qui doivent questionner la ville. 2 sujets pour nous, transition écologique environnementale, et puis celle du numérique et de l'intelligence artificielle, qui sont les sujets de réflexion qui conditionnent aujourd'hui toutes les actions que nous menons sur le sujet que Humbert vient de traiter, celui de la proximité et de l'intime. C'était très essentiel. Nous mettrons en place avec la CERM une plateforme numérique de quartier qui s'appelle CERM.cité, cette plateforme numérique qui va desservir tous les quartiers que nous développons. Je l'ai dit tout à l'heure, près de 105 nouveaux quartiers, ou en tout cas réhabilités, régénérés. Nous allons amener des bouquets de services aux habitants pour amener aux habitants, grâce au numérique, tous les services pour améliorer les conditions de vie. Donc ce sont des conditions aussi sur lesquelles nous travaillons, mais également le parking. Ce parking qui doit être mutualisé, on le sait, pour éviter l'étalement urbain. C'est ce que nous allons faire également pour éviter qu'il y ait cet étalement, surtout cette imperméabilisation des sols. Eh bien, nous partagerons, grâce au numérique, les parkings entre les bureaux et les logements. Ils sont occupés le matin, dans la journée, par les bureaux, le soir par les logements. Eh bien, nous avons des modèles avec nos startups que nous accompagnons dans le cadre de la French PropTech. Eh bien, grâce à cette plateforme numérique, nous aurons la possibilité de coordonner le parking sur les quartiers de Montpellier. On voit bien que tous ces éléments-là qui sont à la fois très mouvants et peu mouvants, notamment les arbres, on est obligé de faire la part des choses, d'être attentif à ce qu'on ne pourra pas refaire, et puis de se dire ce sur quoi on n'est pas sûr, soyons prudents, faisons attention. Sur la tramviaire, on peut imaginer qu'il y aura moins de voitures, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On peut imaginer qu'il y ait plus de vélos et de déplacements à pied. Ce n'est pas encore tout à fait le cas. Comment on passe de l'un à l'autre? C'est quoi la période de transition? C'est comment on passe, voilà, c'est des choses très concrètes. Donc après, comme on aime bien les choses assez simples, on a donné quelques règles. Alors, il y a un concours en cours, je regarde le bailleur parce que le jury est dans 15 jours, 3 semaines, je crois. Donc il y a des équipes qui planchent sur nos préconisations. On espère que ça se passe bien pour elles. On verra. Donc on leur donne comme règle, par exemple, on ne construit que sur les emprises déjà construites. Donc on va doubler le nombre de logements dans le quartier. Par contre, on n'imperméabilise pas 1 mètre carré en plus. Voilà. On se débrouille, on fait différemment, on fait plus haut. Alors, ça pose d'autres questions après sur les gabarits, sur l'impression de densité. Parce que monter R+5, R+6, c'est pas pareil que d'avoir du R+3 de partout. Ça, c'est des points importants. Sur la question du parking, on prend quelques exemples. Je ne vous déroule pas tout le cahier des charges, qui n'est pas très long, mais c'est un peu plus long que ça quand même. Les parkings doivent être évolutifs, c'est-à-dire qu'on ne fait pas systématiquement du parking sous tous les bâtiments. On choisit quelques bâtiments sous lesquels on descend, on massifie le stationnement. On part d'un truc très simple en disant s'il faut faire 100 mètres pour aller chercher sa voiture, pour aller chercher son pain à 200 mètres, et puis refaire les 100 mètres après, une fois qu'on a garé sa voiture, on ne prend pas sa voiture. Donc le principe qui est retenu, c'est qu'il n'y ait on n'est plus propriétaire en droit du parking, mais c'est bien un droit d'usage qui est vendu dans cette hypothèse-là, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir un stationnement, quel que soit l'endroit, que vous achèterez en fonction aussi de votre besoin. Vous pouvez, si vous avez besoin d'être vraiment sous l'immeuble,
Peut-être que vous paierez un peu plus cher, mais vous aurez le parking sous votre immeuble. Mais si finalement vous n'avez pas besoin nécessairement, vous pouvez l'avoir à 100 mètres, à 200 mètres, avec un tarif dégressif. Ça, on sait que ça fonctionne aujourd'hui, et ça permet justement d'éviter d'avoir trop de places de stationnement. Avec une question intéressante, c'est entre le monde du logement social et le logement privé, trouver des fonctionnalités qui soient à peu près équitables et équivalentes pour tout le monde, c'est là aussi où il y a des sujets intéressants. Ce qu'on cherche à faire, c'est aujourd'hui, on change tout et on modifie rien. C'est qu'en gros, tous les bâtiments vont être démolis, reconstruits, voire restructurés lourdement éventuellement. Mais par contre, on ne veut pas modifier le système qui fait la grande qualité du quartier. On y arrive, donc vous avez des petites vignettes, des petites illustrations. Il y a 2 modèles en gros dans le quartier, les carrés et les barres, qui sont toutes petites, qui font du R+3, R+5 je crois pour les plus hautes. On garde les emprises bâties et on construit différemment dessus. On leur donne comme contrainte de construire au moins 2 bâtiments au lieu d'un seul, de ne pas avoir 2 fois la même hauteur et ainsi de suite. Et d'avoir de la pleine terre aussi à l'intérieur. Donc c'est ça les règles croix d'argent qui sont encore une fois assez simples. On détaille un petit peu, par exemple on dit sur les rez-de-chaussée, on veut des rez-de-chaussée à 5,50 de hauteur sous plafond, sans gaine, enfin, qui ne soient pas perforés de descentes diverses et variées tous les mètres 50, ce qui le rendrait totalement inexploitable. Aujourd'hui, on ne sait pas à quoi ils vont pouvoir servir avec cette hauteur-là, donc faisons du logement dedans. Par contre, c'est des endroits qui doivent être démontables, flexibles, évolutifs. Et on souhaite que ces rez-de-chaussée-là, si demain l'activité se développe, revient en ville et qu'on a besoin de hauteur sous plafond, on les aura à croix d'argent avec 5,50 de hauteur. Il y a toute une série de règles sur les extérieurs. On donne une règle que j'aime bien, c'est que tous les appartements ont un espace extérieur. Le dimensionnement de l'espace extérieur étant que l'ensemble des habitants du logement puissent manger dehors. On s'en fout de savoir si la terrasse, elle fait 12, 25 ou 52 mètres carrés, 1,80 m ou 2,12 m de large ou de long. On veut que les gens puissent manger dehors. Voilà, toute une série de choses qui ne sont pas juste anecdotiques, qui sont du confort, du plaisir de vie. Forcément, on est dans un environnement méditerranéen avec des contraintes climatiques fortes. Il paraît qu'il fait chaud l'été. Il paraît 48 degrés le 28 juin. Voilà. Donc de l'arbre avec des arbres qui évaporent, c'est quand même pas mal. Des protections solaires sur les façades, c'est assez indispensable. Puis il paraît aussi, on m'aurait raconté que des fois il pleut beaucoup. Donc il y a des épisodes méditerranéens qui sont d'une très grande violence. Les questions hydrauliques sur un quartier existant sont très importantes. On présuppose tous que ça ne va pas s'arranger. Donc, si on veut encore une fois que le quartier soit vivable en 2080, il faut qu'on soit très prudent sur tous ces sujets-là. Ce qui pose des vraies questions parce que le niveau d'investissement, le niveau de prestations à offrir aujourd'hui, il est supérieur à ce qu'il a été ces derniers temps. Le mode de gestion d'une voirie avec du stationnement en plein air, avec tartinet de l'enrobé, c'est assez simple. Dès qu'on est dans d'autres dispositifs d'aménagement, notamment d'aménagement hydraulique, ce n'est pas les mêmes histoires, ce n'est pas les mêmes coûts, ce n'est pas les mêmes prestations, ce n'est pas les mêmes services éventuellement qui le font. Donc ça fait ressurgir des tas de questions. Et ce qu'on expérimente aujourd'hui sur Croix d'Argent, on le retrouve dans plein de quartiers. J'imagine que vous avez à peu près les mêmes types d'interrogations à droite à gauche. Et sur des sujets qu'on n'a pas l'habitude forcément d'aller traiter, la question d'organisation des services ou autre. Globalement, le quartier, on ne sait pas à quoi il va ressembler. On ne sait pas combien de temps ça va prendre à faire sa mutation. On ne sait pas le type de logement exact qu'on va avoir à développer. Donc on ne sait pas plein de choses. C'est absolument pas grave. Ça n'empêche pas d'avancer. Ce qu'on sait, c'est qu'on veut avoir plus de gens qui habitent, toujours dans un environnement de très grande qualité. Et on prendra le temps nécessaire pour faire en sorte que le renouvellement complet du quartier, qui, je le répète, est complètement habité aujourd'hui, avec des personnes âgées, pour une bonne partie. On ne peut pas y aller brutalement. On n'a pas d'obligation calendaire par X ou Y
besoin sur le Croix d'Argent. Donc on va y aller et puis on va évoluer avec le temps. Et on a eu la chance, quand on a fait le concours, d'avoir des gens qui nous ont écoutés et entendus là-dessus, comme disait Koula, sur la gestion de l'incertitude. On est capable de se dire, on avance, on fait, et puis au fur et à mesure, on va se réinterroger, on va bouger les lignes s'il y a besoin, et puis on va accélérer d'un côté, ralentir de l'autre, faire plus comme ci ou pas comme ça. Et on n'est pas du tout dans un plan masse figé, voilà, c'est ça que je veux dire, tout simplement. Et je pense qu'on ne sait pas faire si on n'est pas dans ce registre-là. Et puis quand on fait des belles images, parce qu'il paraît qu'il faut en faire de temps en temps, on passe d'un environnement, à gauche c'est l'existant, on voit au fond les bâtiments classiques des années 60 que tout le monde connaît, des bagnoles un peu à droite à gauche, et par exemple on enlève de l'enrobé, mais on ne recrée pas de voirie. On a un dogme, on ne veut pas faire de la voirie. C'est pas qu'on n'aime pas les VRD ou de l'enrobé, mais on ne veut pas faire de la voirie, donc on réutilise celles qui existent, et uniquement celles-là. Donc on se repose sur les voiries existantes, on réutilise en partie les réseaux existants, et par contre on fait complètement différemment. De mettre les voitures en sous-sol ou de les enlever progressivement, ça va permettre d'avoir un environnement qui sera infiniment plus qualitatif. Et on passe d'une rue à une allée de parc, c'est un peu l'idée qu'on s'en fait. Et avec du coup des usages qui pourraient être assez différents, puisque le banc public de Brassens, moi, ça me va toujours bien. Hein. C'est quand même ce qui marche le mieux. C'est pas très loin, je sais que vous n'êtes pas toujours très copain avec 7, mais globalement, ça marche bien quand même. Et des beaux espaces publics où on peut avoir des usages avec les gamins et pas qu'avec les gamins. Dehors, avec des arbres qui évaporent, qui font de l'ombre. C'est assez basique. Pour un peu qu'on ait une belle architecture assez sobre. Sur l'archi, on ne donne pas beaucoup de règles, on leur demande juste une chose impérativement, c'est que ça soit blanc. Voilà. On ne demande pas beaucoup. Il y a peut-être deux sujets, si je me permets de rebondir sur ce qui est dit, deux sujets, vous avez vu sur l'image d'avant. Il y a d'abord le vélo, c'est-à-dire qu'on donne aujourd'hui, comme dans beaucoup de métropoles, mais pour nous c'est un sujet essentiel. Montpellier, le maire dit souvent, il a fait sa Vélorussion. Montpellier doit être un des spots très importants du vélo dans le sud, en tout cas de l'Europe. Et donc, on travaille beaucoup à ce sujet sur l'ensemble des quartiers. Donc, y compris les quartiers que nous régénérons, eh bien, on travaille la place du vélo pour d'ailleurs le prendre nous-mêmes en permanence et être toujours en questionnement et en modification sur l'ensemble de la ville. Et puis, le deuxième sujet, c'est celui des parcs. On est dans un secteur, évidemment, on vient de le dire tout à l'heure, où l'été, il fait extrêmement chaud, donc il est très important d'avoir de la présence de l'arbre. Et donc, dans chacun de nos projets, il y a des parcs. Ils ont une double vocation. Bien sûr, c'est un lieu de rencontre. Là où on vit à Montpellier, et sur la Méditerranée, on vit dedans et dehors. Et beaucoup dehors parce qu'il y a beaucoup de soleil. Donc, il faut qu'il puisse y avoir des endroits où on peut se retrouver. Donc, ce sont les parcs. Et puis, ces parcs, ils ont aussi une vocation très intéressante. C'est qu'ils nous permettent de faire des réservoirs lorsque il y a ces épisodes méditerranéens qu'évoquait Humbert tout à l'heure, ou Cévenol, qui font que sur une journée, on peut avoir des inondations très importantes qui sont de moins en moins importantes aujourd'hui, de fait, par la création de ces parcs, qui sont des bassins de rétention. Ces bassins de rétention viennent protéger les populations en amont et en aval. Donc on prévoit toujours les changements climatiques, et ça depuis déjà quelques années, mais on intensifie aujourd'hui. Donc voilà la présentation succincte du quartier de Croix d'Argent, renouvellement urbain. Ce qui, moi, me passionne dans cette histoire-là, c'est vraiment la gestion de l'incertitude. On sait que ça ne sera pas pareil dans 50 ans. On ne sait pas par où on va passer, on ne sait pas sur quoi on va atterrir. Et comment, dans ces contextes-là, on fabrique quand même du projet, on coule du béton, même s'il y a des problèmes avec le béton, le sable et ainsi de suite, ou comment on construit en bois ou autre. Mais comment on gère cette incertitude avec des gens qui habitent, qui ont des contraintes, qui ont des questions tout à fait légitimes. Et ce chemin à faire dans les années qui viennent me passionne absolument parce on sort des lignes droites des années 70 à 2000 et on a tous énormément de boulot et de neurones à mettre en commun pour trouver les chemins.
Puisque tu parles de chemin, l'essentiel pour nous, c'est de tracer un fil entre les quartiers. C'est dans cette idée d'avoir des quartiers empreints de mixité urbaine. Donc on retrouve le quartier étant l'échelle de l'intime. On dit c'est bien sûr l'appartement et l'immeuble. Mais le quartier doit être l'échelle de l'intime, là où les gens se rencontrent. On imagine qu'il y a un fil continu dans la ville et un lien qui fait qu'on cherche en tout cas à produire cette ville aimable, celle qui est en lien avec les grands enjeux d'aujourd'hui. Hein. Il y en a eu avant, aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, transition écologique et bien sûr intelligence artificielle et numérique. Cela doit nous aider si on est très attentif. Avec beaucoup d'humilité, Humber en a fait preuve pendant toute cette exposé, parce qu'effectivement, dans 50 ans, c'est difficile de dire comment on vivra. En tout cas, l'imaginer aujourd'hui, c'est assez exaltant, en se donnant toute la flexibilité, et puis de répondre aux enjeux d'aujourd'hui, ce que nous tentons de faire sur la ville, et en particulier sur ce quartier.